Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des conflits les plus marquants du XXe siècle, la guerre du Vietnam. Imaginez un pays coupé en deux. Au nord, Ho Chi Minh et le communisme. Au sud, un régime soutenu par les États-Unis. Ce n'était pas qu'une guerre civile, mais un affrontement mondial entre communisme et capitalisme, au cœur de la guerre froide. Des millions de soldats et de civils ont été pris dans ce conflit, qui a bouleversé le Vietnam et le monde entier. Pour comprendre comment cette guerre a éclaté, revenons à la période de la décolonisation, quand le Vietnam cherchait à se libérer de la domination française. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, alors colonie française, voit émerger un puissant mouvement indépendantiste mené par Ho Chi Minh. Depuis des décennies, la population vietnamienne subit la domination coloniale, marquée par l'exploitation économique et la répression culturelle. Inspiré par les idéaux de liberté et d'autodétermination, Ho Chi Minh rassemble autour de lui des partisans issus de toutes les couches de la société, déterminés à mettre fin à la tutelle étrangère. Après la défaite japonaise, Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945, devant une foule immense à Hanoï. Mais la France, refusant de perdre son empire colonial, tente de reprendre le contrôle du pays. Ce refus d'accorder l'indépendance plonge le Vietnam dans la première guerre d'Indochine, un conflit brutal qui oppose les forces françaises aux combattants vietnamiens du Viet Minh. Pendant près de 8 ans, la guerre fait rage, causant des centaines de milliers de morts et de déplacés. Finalement, la défaite décisive de la France à Dien Bien Phu en 1954 marque un tournant historique. Les puissances mondiales se réunissent alors à Genève pour négocier la paix. Les accords de Genève entérinent la division temporaire du Vietnam en deux entités distinctes, séparées par le 17e parallèle. Au nord, la République démocratique du Vietnam, dirigée par Ho Chi Minh, reçoit le soutien massif de la Chine et de l'Union soviétique qui fournissent armes, conseillers et ressources. Au sud, la République du Vietnam, farouchement anticommuniste, bénéficie de l'appui croissant des États-Unis qui voient dans ce conflit un nouvel épisode de la guerre froide. Les accords de Genève prévoient des élections nationales en 1956 pour réunifier le pays. Mais, redoutant une victoire écrasante du Nord communiste, le gouvernement sud-vietnamien, soutenu par Washington, refuse d'organiser ce scrutin. Cette décision aggrave les tensions et creuse le fossé entre les deux Vietnams. Ce qui devait être une séparation provisoire devient une frontière quasi infranchissable. Des familles sont déchirées, des communautés divisées. La méfiance et l'hostilité s'installent, préparant le terrain à un nouveau conflit, bien plus sanglant et dévastateur. La guerre du Vietnam, qui marquera durablement l'histoire du pays et du monde. Deux camps s'affrontent, le Nord-Vietnam communiste et le Sud-Vietnam soutenu par les États-Unis. Le Nord s'appuie sur l'armée populaire vietnamienne et le Viet Cong, une guérilla locale, tous deux aidés par l'URSS et la Chine. Le Sud, avec la RVN, reçoit un soutien massif américain, matériel et militaire. Les États-Unis, craignant la propagation du communisme, s'engagent de plus en plus, entraînant d'autres alliés comme la Corée du Sud et l'Australie. Rapidement, ce conflit local devient une guerre internationale, dominée par l'intervention américaine. Le Nord-Vietnam s'appuie sur la piste Ho Chi Minh, un réseau logistique complexe et vital qui serpente à travers les jungles épaisses du Laos et du Cambodge. Cette route, souvent cachée sous la canopée, permet de transporter hommes, armes, vivres et matériel médical vers le sud, malgré des conditions extrêmes et la menace constante des bombardements américains. La piste Ho Chi Minh devient l'artère principale du ravitaillement pour le Front National de Libération du Sud. Des milliers de porteurs, de conducteurs et de volontaires travaillent jour et nuit pour maintenir ce flux vital, réparant sans cesse les routes endommagées et déjouant la surveillance aérienne américaine. Malgré les bombardements massifs et l'utilisation de défoliants pour dénuder la jungle, la piste reste opérationnelle. Elle permet aux Viet Cong de poursuivre la guérilla, de lancer des attaques surprises et de maintenir la pression sur les forces sud-vietnamiennes et américaines. Le contraste est saisissant. Le jour, les Américains contrôlent les grandes villes, patrouillant dans les rues et installant des postes de contrôle. Mais la nuit, la campagne et les villages redeviennent le terrain du Viet Cong, qui bénéficie du soutien d'une partie de la population locale. En 1968, l'offensive du Tet bouleverse la guerre. Plus de 100 villes et bases militaires du Sud, y compris Saigon, sont attaquées simultanément. Les combats font rage dans les rues,
surprenant les forces américaines et sud-vietnamiennes et choquant le monde entier par leur ampleur. Militairement, l'offensive du Tet est un échec pour le Nord, qui subit de lourdes pertes. Mais sur le plan psychologique, c'est un tournant. L'image d'une victoire américaine rapide s'effondre, et le moral des troupes, comme de la population américaine, est profondément ébranlé. Les images de combats à Saïgon, diffusées à la télévision et dans la presse, sapent la confiance du public américain. Beaucoup commencent à douter du sens et de la faisabilité de la guerre. Le soutien à la guerre s'effondre rapidement. Les manifestations contre le conflit se multiplient à travers les États-Unis, et le président Johnson, fragilisé, annonce qu'il ne se représentera pas à l'élection suivante. L'offensive du Tet marque ainsi le début du retrait progressif des troupes américaines du Vietnam, un tournant décisif qui annonce la fin d'une ère et le début d'un long processus de désengagement. Après le choc du Tet, l'opinion américaine bascule contre la guerre. Richard Nixon, élu en 1968, promet de ramener la paix et lance la vietnamisation. Retrait progressif des troupes américaines, transfert de la guerre à la RVN. Les bombardements s'intensifient, y compris sur le Cambodge et le Laos, pour forcer Hanoï à négocier. Après des années de pourparlers à Paris, les accords de paix sont signés en janvier 1973. Les troupes américaines quittent le Vietnam, un cessez-le-feu est proclamé, mais les troupes nord-vietnamiennes restent au sud. Pour les États-Unis, c'est une sortie honorable. Pour le Nord, une pause avant l'assaut final. La paix reste fragile et le conflit n'est pas vraiment terminé. Après le départ des Américains, le Sud-Vietnam s'effondre rapidement. L'aide américaine diminue, l'armée sudiste est démoralisée et mal préparée. En 1975, le Nord lance une offensive éclair. Les villes tombent les unes après les autres. La panique gagne. L'armée sud-vietnamienne se désintègre. Des millions de civils fuient. Le 30 avril 1975, Saïgon tombe sans résistance, marquant la fin de la guerre. La ville est rebaptisée Ho Chi Minh Ville. Le Vietnam est enfin réunifié, mais à un coût humain et matériel immense. Le pays entre dans une nouvelle ère, sous contrôle communiste. La réunification du Vietnam en 1976 marque la victoire du Nord, mais le pays est exsangue. Après des décennies de conflits, la joie de la victoire se mêle à la douleur des pertes. Les rues de Saïgon, rebaptisées Ho Chi Minh Ville, résonnent des cris de célébration. Mais derrière les sourires, la fatigue et la tristesse sont palpables. Le pays tout entier doit maintenant faire face à l'immense défi de se reconstruire, d'unir deux sociétés longtemps opposées et de panser des blessures profondes. Des millions de morts, des terres dévastées, des réfugiés par centaines de milliers. Les familles sont dispersées, les villages rasés et la faim menace. Les conséquences humaines sont incalculables. Des générations entières marquées par la perte, la peur et l'incertitude. Les survivants portent en eux le poids d'un passé douloureux, tandis que les cicatrices physiques et psychologiques s'étendent sur tout le pays. Le Sud subit la répression et la rééducation, tandis que l'économie s'effondre. Les anciens soldats et fonctionnaires du régime sudiste sont envoyés dans des camps, espérant une réintégration qui tarde à venir. Les pénuries alimentaires, la désorganisation et la méfiance généralisée plongent la population dans l'incertitude. L'économie planifiée peine à répondre aux besoins, et la vie quotidienne devient une lutte pour la survie. Les séquelles de la guerre, bombes, mines, agents orange, hantent encore le pays. Des milliers de personnes continuent d'être blessées chaque année par des engins non explosés. Les effets des produits chimiques toxiques se transmettent de génération en génération, provoquant maladies et handicaps. Les terres agricoles, vitales pour la survie, restent stériles ou dangereuses, freinant la reconstruction et l'espoir d'un avenir meilleur. Pour les États-Unis, la défaite est un traumatisme. 58 000 morts, une société divisée, une confiance ébranlée. Les images de la guerre hantent l'opinion publique, alimentant débats et remises en question. Les vétérans rentrent chez eux, souvent incompris, porteurs de blessures invisibles. La guerre du Vietnam devient un symbole de désillusion, marquant durablement la politique et la culture américaine. Depuis, le Vietnam s'est relevé grâce à des réformes économiques et a normalisé ses relations avec les États-Unis. L'ouverture au monde, l'essor du commerce et l'arrivée d'investissements étrangers transforment le pays. Les anciennes blessures ne sont pas oubliées, mais une nouvelle génération regarde vers l'avenir, déterminée à bâtir une société prospère et ouverte.
Mais les cicatrices de la guerre restent visibles dans les paysages et les mémoires. Les anciens combattants, les familles endeuillées et les survivants témoignent d'un passé qui ne s'efface pas. Les traces de la guerre s'inscrivent dans l'art, la littérature et les récits familiaux, rappelant à chacun le prix de la paix. Comprendre la guerre du Vietnam, c'est saisir comment une lutte pour l'indépendance a bouleversé le monde et laissé un héritage complexe de souffrance et de résilience. C'est aussi reconnaître la capacité d'un peuple à se relever, à transformer la douleur en force et à écrire une nouvelle page de son histoire sans jamais oublier les leçons du passé.